Salut et bienvenue dans Long Live, le débrief. Une semaine sur deux, vous le savez, on revient sur l'épisode précédent avec David Ordonneau, producteur de ce podcast, et moi-même. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur mon échange avec Marie Robert, plus connue sous le compte Instagram Philosophy is Sexy, prof de philo et créatrice de crèche école Montessori. Salut David. Salut. Alors toi, pendant notre échange interview, t'avais envie d'exploser, je te voyais t'agiter. Évidemment, parce que vous avez touché du doigt des thèmes qui me sont, et qui je pense ont parlé à beaucoup de nos auditeurs. Oui, la scolarité notamment. Ouais, moi j'avais envie de réagir, j'avais envie d'être là parce que j'avais envie d'être avec vous dans cette histoire et pour le coup, merci d'avoir évoqué tous ces sujets et merci de les avoir évoqués avec cette pertinence et ce sentiment de vécu parce que je me suis retrouvé et je pense que nombreux sont les auditeurs qui se sont retrouvés notamment dans ton expérience et dans ta vision de l'éducation, du système éducatif, de ce que ça implique pour les parents. Mais ça va pas m'apporter que des fleurs des directrices et des écoles. Alors ouais, t'auras peut-être pas des chocolats de la part de ta maîtresse. De la maîtresse de tes enfants en tout cas. Oh, c'est rare que les maîtresses envoient des chocolats aux parents. Oui, c'est vrai, donc on s'en fout, on va pouvoir les pilonner. Moi, je suis parti là-dessus. Je lis mes notes. Vas-y, tes petites notes. Vous avez parlé déjà de l'humiliation. Vous êtes rentré là-dedans, qui est apparemment une situation... apparemment. Voilà, en tout cas, une situation très commune, produite malheureusement par le système éducatif tel qu'il est. Peut-être pas tant que ça maintenant, mais en tout cas, de notre génération, nous là, qui avons été scolarisés dans les années 80, 90, 2000, je pense que c'était vraiment très présent. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous en dites et ce qu'elle en dit. C'est-à-dire que finalement, il y a l'humiliation qu'on subit quand on est enfant, les notes, la punition, le coin, tout ce qu'on a pu connaître. Les classements. Je vais rendre les copies, mais je vais commencer par la... Par la meilleure, je les ai classés dans l'ordre croissant, ou décroissant, ou je sais pas quoi. Honteux. Et ce qu'elle dit, ce qui est intéressant, c'est que le danger, en fait, il est que plus tard, on reproduit ça. Et c'est en ça que c'est une vraie donnée factuelle pour essayer d'éviter ce genre de choses, ou en tout cas de pas vouloir que ça se reproduise, c'est qu'on risque d'avoir le culte de la bonne note. Moi, je rencontre énormément de parents traumatisés par l'école. Donc c'est un sujet que je perçois très bien. On a beaucoup construit le système pédagogique sur un système en fait d'humiliation. Donc ce qui est très difficile de s'en sortir aujourd'hui, c'est d'arriver justement à sortir de « je cherche la bonne note ». Parce que même si on a été humilié, même si on a été cassé, même si on considère et on perçoit les dommages que ça a eu, on est tellement formaté qu'on reproduit la même chose dans sa vie professionnelle, dans son rapport au sport, aux amis, aux réseaux sociaux. On cherche la validation en fait de l'autre. Il y a ce truc de, en fait, je dois répondre à quelque chose pour obtenir le tampon, le truc, le c'est bien. Complètement, mais d'ailleurs, tu vois, même Sophie Davant, dans une interview précédente, nous le disait, en fait, elle a eu une scolarité brimée puisqu'elle a dû répondre un peu aux exigences de ses parents, comme elle était bonne élève, elle a dû faire allemand première langue, elle a dû faire des études comme ci, comme ça, ce bac-là, alors que ça lui correspondait pas du tout. Donc, tu vois, tu sens qu'elle aussi, elle l'a vécu ça. Donc oui, il y a vraiment ce traumatisme du collège-lycée, mais même aussi du primaire, des TB, des 9 sur 10, des 3 en maths, devant tout le monde, qui ont vraiment traumatisé des générations entières. Mais que ce soit du coup pour des gens qui se disent, même maintenant à 50 ans, oh, je suis nul en maths, j'ai toujours été nul en maths, alors qu'en fait pas du tout. Ou des gens qui, moi, maintenant me disent, je suis nul en sport, j'ai toujours été nul, je déteste le sport. Non, en fait, du coup, ça t'interdit de vivre des choses parce que pendant l'enfance, qui est quand même une grande période, si c'est collège-lycée, ça peut être 7-8 ans de ta vie. Ouais, bien sûr. Et à un âge où tu es extrêmement, où tu as besoin de référents et où tu te définis. Complètement. Donc là, il y a vraiment eu des générations ratées d'éducation scolaire. Il y a cette notion justement qu'elle oppose, parce que tu le disais, elle monte des écoles Montessori, et elle oppose deux notions, l'autorité et la bienveillance. D'un côté l'autorité, de l'autre côté la bienveillance, et on écoute parce qu'elle nous parle d'une clé qui est plus importante que tout pour elle. Le système éducatif doit donner un cadre, mais il y a une chose fondamentale, c'est poser un regard de confiance sur l'enfant et sur l'adolescent. Et peut-être que c'est ce qu'on faisait pas. C'est-à-dire, on part du principe que oh là là, il va être feignant, que oh là là, il a pas assez bossé, que oh là là, vraiment, il a pas envie de faire. Il a des difficultés. Aujourd'hui, en tout cas, pour toute une jeune génération de profs, et puis même dans la manière dont on pense l'éducation, on est de plus en plus dans le non. Posons un regard de confiance et soyons accompagnants. Voilà, en gros, c'est la confiance
qui compte. C'est la confiance qu'on donne à l'enfant. Et l'accompagnement, c'est aussi un mot qu'elle utilise énormément. La confiance pour accompagner. C'est ça. En fait, accompagner l'enfant dans ce qu'il est. Et ça n'existe pas. Mais même dans le sport, par exemple, pour les enfants, ou même dans les activités extrascolaires, c'est rare qu'ils soient accompagnés et on les pousse plutôt à être comme ci, comme ça, à faire mieux. Donc, il y a peu d'espace, en fait, d'accompagnement d'enfants. Et d'ailleurs, même, je trouve qu'en tant que parent, on n'est pas du tout guidé là-dedans, puisque même dans les réunions parents-prof ou quoi, c'est toujours comment est-ce qu'on va faire pour que l'enfant soit meilleur ou suive mieux. Alors voilà, j'en viens à ce que tu as dit, et ce qui a été le premier moment où je me suis raidi sur ma chaise, c'est quand tu as dit ce truc très vrai. Quand tu as un enfant, et notamment en école primaire, on te dit sans cesse, ça va pas. Ça ne va jamais. Et en gros, les seuls moments où on te parle, c'est pour te dire ça va pas, et tu as le sentiment que ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Mais encore une fois, que ce soit un très bon élève, finalement, ça ne va pas parce qu'il s'ennuie. Si c'est un élève qui a du mal à suivre, ça ne va pas parce qu'il ne suit pas, mais on ne va pas essayer de comprendre pourquoi. Ça ne va jamais. Ça ne va pas en sport ou alors ça ne va pas en dessin. Moi, je me rappelle encore une fois très bien ma mère qui était allée à un rendez-vous d'un prof pour ma sœur, une de mes grandes sœurs, et le prof était, alors qu'elle n'avait pas de problème à l'école, mais il y avait ce problème qu'elle dessinait très mal, et donc en fait ça n'allait pas parce qu'elle dessinait mal. Je veux dire, tu vois, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est horrible parce que ça te fait culpabiliser en tant que parent. Comme tu le dis, en plus quand on est parent, on est démunis, on n'a personne qui nous guide, on n'a jamais personne qui nous accompagne. Aujourd'hui ça va mieux, on peut avoir un peu d'infos, mais c'est quand même très très limité. Faut les chercher. Ouais, faut les chercher, et t'as autre chose à faire en général quand tu t'es lancé dans cette aventure-là, donc tu découvres tout. Tu vois, dans l'instant, ouais, exactement, l'école, la crèche, l'école et comment ça se passe, machin truc, et d'un coup tu te fais convoquer. Moi, quand tu parles de ta fille qui se fait convoquer, moi c'est pareil. Cette année pour l'instant on n'y est pas encore, on est au mois d'octobre, mais tous les ans, dans les 2 premiers mois, on est convoqué parce que elle a une attitude. Non mais voilà, j'ai pensé à ça quand t'as parlé de ta fille, parce que moi ma fille j'ai la même. Moi j'avais mon fils et maintenant c'est ma fille. J'ai double. Je sais pas, moi je vais voir si l'autre y suit, mais quoi qu'il en soit, elle c'est ça. Dans les 2 premiers mois, il y a l'école qui vient m'envoyer le même message, en fait, qui est son comportement n'est pas compatible avec ce qu'on attend de quelqu'un dans cette structure. Moi, j'ai envie de dire, mais mec, je m'en fous de ta structure, en fait. Ma fille, elle a toute la vie pour rentrer dans des structures, pour rentrer dans des boîtes, pour rentrer dans des cases, pour dire bonjour, envoyer des mails, mettre des cordialement. Donc, on va pas, à 4 ans, en fait, la faire chier parce qu'elle regarde par la fenêtre, en fait. Parce que c'est de ça dont on se parle. 4 ans. Là, maintenant, elle en a 6, mais depuis qu'elle a 3 ans, c'est le problème. Ouais. Non, mais c'est sûr, on se rend compte, en fait, maintenant, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je veux dire, aujourd'hui, il suffit pas d'être un bon soldat pour réussir, et on le ressent. La modernité, c'est pas ça. Et donc, il y a vraiment un écart énorme entre ce que les maîtresses doivent subir, parce qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur les maîtresses. Elles ont 32 gamins, qui ont 6 ans en classe. Oui. Elles ont un programme à dérouler, on leur en demande déjà 1000 fois trop. Du coup, on rend par 2. Et voilà, et donc du coup, elles sont un peu obligées de faire respecter la loi, et ça ne va jamais. Et en même temps, nous, parents, on n'a pas trop le choix, on met nos enfants dans ces structures, parce que si tu veux les mettre dans une autre structure, c'est beaucoup trop cher, et tu n'as pas les moyens. Moi, j'adore Montessori. Parce que le système ne le permet pas. Voilà. Par exemple, ma fille, c'est sûr que ça lui irait très très bien, ce système Montessori. Moi, j'adorerais aussi. Entre 10 et 20 000 euros par an, nous, malheureusement, on ne peut pas. Parce que l'État a décidé de ne pas soutenir ces systèmes éducatifs-là. Le problème, il est là. Et alors, deuxième sujet qui m'a fait bondir aussi, et je pense que les gens vont se reconnaître à chaque fois, ils vont se dire « Ah, mais oui, mais moi aussi, je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit, les filles, là. » Le temps de la maison et le temps de la maison. Le problème, c'est que souvent, les devoirs, c'est ça qui est le plus dur. Alors, c'est réussir à trouver effectivement des systèmes pour que le temps des devoirs, alors peut-être soit très organisé dans un planning, soit fait, je sais pas, à un moment où familialement c'est tenable, mais en tout cas, se dire que l'enfant existe indépendamment à l'école, à la maison. Alors, la réciproque est vraie, c'est-à-dire il y a des enfants qui sont géniaux à la maison, mais qui franchement sont effectivement problématiques à l'école, et ça doit être audible pour les familles. Mais possible aussi de se dire à l'école ça va pas et ils sont géniaux à la maison, et continuons à garder, en fait, quand je te dis ce regard de confiance, c'est-à-dire à préserver la relation. Parce que les classes vont passer, les devoirs vont passer,
Et si on a rompu en fait ce lien, parce que si tous les soirs, moi je vois des enfants qui se sont tapés une journée d'école compliquée et qui rentrent le soir en continuant à entendre un discours stigmatisant, un discours qui les enferme, et du coup on se parle pas, du coup on commence à se disputer, du coup le lien familial devient un enfer, ça va pas t'aider à être meilleur. Parce que vraiment, hein, c'est-à-dire j'ai jamais vu un enfant qui est meilleur parce qu'on le stigmatise. Honnêtement, l'emploi du temps de primaire, il est tellement dense. Il y a tellement de transformations, en fait. Je sais pas si on passait 8 heures par jour avec tant de stimuli, je sais pas comment on serait. Donc, rappeler, franchement, hein, je doute. Sur une chaise, sans bouger, je doute sans de notre avoir le droit état. d'aller aux toilettes Tu vois au milieu, ouais. Donc, avec très peu d'autonomie, avec finalement une norme, et je stigmatise pas les profs non plus, mais t'es obligé, t'as 32, donc Exactement. Évidemment que tu dois bien faire un truc. Donc, je sais pas dans quel état on serait. Donc, avoir ce petit temps, je dirais presque sacré, du temps de la maison, et de se dire, ok, déjà, j'assure l'amour, j'assure la confiance, j'assure un truc cool. Mais je vais l'encadrer et je vais l'envoyer aux maîtresses, aux directrices, parce que tu vois, il y a beaucoup trop de devoirs et tout, et il y a qu'en France qu'on a ça, parce que tu vois, dans les autres pays, c'est pas du tout ça. L'Angleterre, que je connais très bien, mais il n'y a jamais de devoirs. Et en Espagne, très peu non plus. En Irlande, pas de devoirs. En Allemagne, très peu. Donc, il faut arrêter les devoirs. Et en plus, à chaque fois que j'écris des trucs sur les devoirs, tout le monde me dit « Ah, mais c'est interdit depuis les années 90 ». Mais c'est pas vrai, ça, parce qu'il y en a toujours autant. Moi, ma fille vient de faire sa rentrée en CP. Elle avait des devoirs le premier soir. Ah ouais, non, mais et des devoirs qui étaient donc déjà présents au premier soir, ce qui est absurde. Et elle devait lire des choses, sachant qu'elle n'avait jamais lu. Donc, en fait, dès le premier soir, on lui dit « Tu dois obtenir ça ». Donc, en plus, dès le premier soir, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était confrontée à son propre échec. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis énervé, donc j'ai culpabilisé. Donc, elle s'est dit « C'est nul, j'y arriverai jamais ». Premier soir de CP. Eh ouais. Non mais ça, le temps de la maison, c'est le temps de la maison. Et en plus, les parents, on n'est pas des profs. Je suis désolée. En plus, il y a cette relation parent-enfant qui n'est pas la relation enseignant-enseigné. Et du coup, ça fait des crises familiales. Enfin, franchement, il y a un vrai problème avec les devoirs. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut arrêter. Ouais. Mais c'est pas le cas. Et alors, il y a ce problème-là, qui est un problème d'organisation et de méthode et de mode de fonctionnement, et ce qu'on se disait auparavant sur ce qu'on impose aux enfants dans le modèle éducatif, en tout cas voilà, dans les écoles classiques et les services horaires en France, voilà. Et puis les enfants doivent répondre à une manière d'être, une manière de faire et tout ça. Et moi, je me dis, en fait, en vous écoutant, je me dis, mais en fait, combien de millions, de dizaines, de centaines de milliers d'enfants on a gâché parce qu'en fait, ils étaient sûrement super par plein d'endroits, et soit le système les a brisés, soit il leur a demandé de changer pour correspondre, pour répondre, soit il les a exclus. Et en fait, c'est ça les modèles. Soit tu réponds, soit tu te fais exclure, soit tu te fais broyer. Exactement. Et tellement de gens, j'ai des exemples à la pelle, et moi j'en suis un, puisque moi vraiment j'ai été broyée par le collège-lycée, où toujours élève médiocre, moyenne, nulle, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, et je me suis révélée, mais heureusement, à la fac, en étant vraiment libre de choisir ce que je voulais, et d'un seul coup j'ai été une bonne élève, mais combien de personnes se sont vraiment vues couper les ailes parce qu'ils ne suivaient pas. Enfin, il y a un vrai souci d'éducation nationale. On regarde partout, sauf là. Il faut réformer comme ci, comme ça, rajouter 30 minutes de sport à l'école. C'est pas du tout ça le truc. Ouais. Il faut complètement changer les méthodes. Il faut changer les rémunérations des profs, mettre plus de profs. Hein. Il faut mettre beaucoup plus d'argent là-dedans. Prendre modèle sur les modèles qui marchent beaucoup mieux. Elle le dit d'ailleurs, Marie, les modèles Montessori sont plus performants pour l'apprentissage de la lecture et des mathématiques basiques en primaire, mais personne ne veut changer, quoi. Oui. L'État ne veut pas en fait sponsoriser et renouveler son modèle et accepter qu'on fonctionne un peu différemment. Alors que beaucoup d'enseignants seraient d'accord et ont bien envie. Sûr. Il y a beaucoup de maîtresses qui disent parfois dans les réunions parents d'élèves, j'utilise certaines méthodes Montessori et tout ça, notamment. Mais déjà, à commencer par le nombre d'élèves, les maîtres et les maîtresses, je pense que tu en trouverais peu qui te diraient « Oh, moi j'ai pas envie d'avoir une quinzaine d'élèves, je préfère en avoir 35 ». Ouais. Donc non. Il y a une autre
Vous avez parlé ensuite de philosophie et vous avez dérivé sur la philosophie parce qu'elle a dit un truc intéressant. Elle a dit, moi je travaille par exemple la philosophie avec les enfants de 4 ou 5 ans parce que les enfants de 4 ou 5 ans, ils ont un esprit tellement ouvert qu'ils posent des questions et ils s'interrogent de manière bien plus, récurrente que les adultes. Elle dit, finalement, par la suite, dans la vie, on mobilise plus trop sa pensée. On nous appelle plus trop à mobiliser sa pensée. Bah, tu vas plus forcément remettre en question des évidences. Te demander pourquoi. Voilà. Et du coup, c'est comme ça. Ah mais pourquoi ? Bah c'est comme ça. Et c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de recul à prendre sur le quotidien et je pense que vraiment la philosophie peut énormément nous aider et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle nous donne des suggestions de lecture plus modernes, plus faciles d'accès. Ça m'a vraiment inspiré. D'ailleurs, je vais vraiment les acheter. Bah oui, et on en arrive à ta punchline. La philo, pour moi, est pas du tout une matière abstraite. C'est vraiment une matière qui te permet d'articuler ton action, en fait. C'est penser sa vie, vivre sa pensée. Comment je vais faire ce petit pas de côté pour ensuite mieux agir ? C'est-à-dire, comment je vais faire stop 3 secondes, attends, je réfléchis, pour ensuite avoir une action qui me ressemble plus. Penser sa vie, vivre sa pensée. C'est pas ma punchline, c'est la sienne. Je dis que c'est la tienne parce que tu m'as demandé de la noter. Hein. Voilà. Penser sa vie, vivre sa pensée. En gros, c'est trop beau ça. Prendre du recul, se regarder et puis faire le point et revenir dans la réalité et se dire ok. Est-ce que il y a une expression qu'elle dit tout le temps, elle dit si c'est ok, voilà. Est-ce que c'est ok ? Ouais. Est-ce que c'est ok ? Donc on prend du recul, on regarde. Est-ce que c'est ok dans tes valeurs à toi, dans ta façon de penser, dans ce que tu veux vivre, dans comment tu te projettes ? Prendre du recul en fait sur ce que tu vis. C'est difficile parce que c'est vrai que parfois on fonce tête baissée, on a envie de ça, et d'un seul coup voilà, prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on vit. Elle est encore approchée de la quarantaine. C'est vrai. Encore une fois, je pense que vraiment la quarantaine, cinquantaine, c'est un moment, une période de réflexion. C'est pas pour rien qu'on parle de la crise de la quarantaine. Alors avant, c'était plus une crise matérialiste où il fallait acheter cette voiture, partir dans ces vacances-là et avoir sa Rolex. Mais clairement, voilà, aujourd'hui, on est plus dans la réflexion, je pense, de la quarantaine et le sens. Et pour ça, elle a mobilisé aussi d'autres concepts que je ne connaissais pas. On écoute parce que ça touche justement à l'identité, celle que l'on recherche ou celle qu'on cherche à bien définir parfois à cet âge-là. Il y a une idée que j'aime beaucoup chez un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur. Et en le résumant très simplement, il parle beaucoup de l'identité. Et il découpe l'identité en 3 idées. D'abord, il y a la mêmeté, ce qui reste le même toute notre vie. Genre, je sais pas, la couleur de nos yeux, notre lieu de naissance, notre ADN... les choses qui vont pas bouger. La mêmeté. De l'autre côté, il y a l'ipséité. Alors, le mot est barbare, mais en fait, c'est très simple. C'est tout ce qui va changer. Je sais pas, notre boulot, parfois nos amis, notre lieu d'habitation, nos goûts, nos pratiques sportives, tout ce qui va changer. Et il dit, c'est quand même bizarre, l'identité. Parce que d'un côté, il y a ce bloc figé qui bouge pas. De l'autre côté, il y a tout ce tumulte de l'existence. Et pour autant, on reste la même personne. Et lui, il dit, mais peut-être qu'il faut le penser autrement. Il y a ce qu'il va appeler l'identité narrative. Et l'identité narrative, c'est comment j'ai envie de me raconter. Et je trouve que c'est une question qui est extraordinaire. Au-delà des choses qui changent, au-delà des choses qui vont rester identiques et je peux rien y faire. Moi, comment j'ai envie de me présenter ? On a tous 1000 manières de raconter notre vie. En gros, elle nous dit que on pourrait aussi se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de raconter de moi ?» Et en se demandant ce qu'on a envie de raconter de soi, peut-être qu'on peut commencer à agir pour coller finalement à ce qu'on a envie d'être. C'est un peu à l'américaine, je trouve. Tu vois, le côté Golden CV, tu sais, les Américains, ils arrivent, hop, ils se présentent, ils ont fait ça, ouais. Clac, clac, clac. Eux, ils sont très habitués finalement à parler d'eux. Ouais, et qui est en lien aussi, en résonance avec les réseaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on bâtit, on pense à une espèce d'image qu'on pourrait renvoyer. Mais ce qu'elle dit, elle, ça va un peu plus loin. C'est qu'elle dit, grosso modo, c'est se poser la question à soi, de ce qu'on a envie de raconter de nous-mêmes. À commencer par se le raconter à soi-même. Hein. En gros, est-ce que je suis OK avec l'histoire que j'ai envie de raconter de moi-même? Oui, c'est pas mal comme... de dire que t'as raté tes études d'emblée ou pas, quoi. Ouais, elle parle de sa copine qui passe son temps dès qu'elle dit « Bonjour, j'ai raté machin truc, j'ai raté normal sup. » Putain, merde, il y a peut-être trop de choses à raconter. Mais c'est vrai, c'est marrant de se dire « Putain, mais attends,
c'est peut-être un exercice à faire, ça. Moi, je me suis dit ça en l'entendant. Je me suis dit, ok, peut-être qu'il faudrait que je me dise, si je devais me raconter, j'aurais envie de dire quoi. Ouais, David après, Ordono, je suis. Ouais. Et du coup, après, tu te dis, parce que peut-être qu'en disant je suis, tu vas dire des choses que tu n'es pas, que tu aimerais être. Donc, du coup, peut-être que si on faisait cet exercice de dire, ok, raconte ce que tu aimerais être, vont apparaître des objectifs de vie, tu vois, ou des choses que tu aimerais vraiment habiter. Et peut-être que tu as en fait une guideline, tu vois, des 10 prochaines années, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu aussi le fake it till you make it, tu vois. En gros, raconte-le jusqu'à ce que ça devienne ta réalité, quoi. Exactement. Moi, j'aime bien ce truc parce que... C'est moderne. Ouais, mais dans le fake vivant. it until you make it, il y a un côté... je mens, le fake. Oui, marketing. Ouais, puis il y a un côté... Mais au fond, la vérité, c'est d'essayer de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre. Ça, c'est pas mal, quoi. Mais c'est ce que ça signifie, hein. Mais... Ouais, tout à fait. Alors parfois, il y a des profs de méditation qui te disent, voilà, imagine-toi à tes funérailles, qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi, ou voilà, quand ils font ton, comment on dit ça, le discours là. Tu sais, il y a un mot de vocabulaire qui m'échappe. C'est pas oraison, mais c'est... Ouais, pas l'horizon, non, bref. Voilà, quand on fait ton discours sur ta vie, là... Un hommage, voilà, ton hommage. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi? Et c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Ça passe par l'autre, c'est ça qui me dérange. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, ok, mec, tu vas mourir demain. Qu'est-ce que tu veux être ou faire? Mais bon. Il y a ta petite voix qui parle là. Putain, tu sais que je me le dis tous les jours, ce truc de tu vas mourir demain. Bref. Ah oui, alors après, du coup, elle a cette manière de se repositionner chaque jour en faisant ce petit check quotidien. Tous les matins, je me réveille et j'écris 2000 signes. Ça fait des années et des années. Et je voulais juste montrer, à travers ces 2000 signes, qui étaient très intimes en fait, puisque voilà, je me le fais tous les matins sans me dire, ah tiens, je vais parler de tel ou tel sujet. 2000 signes, ça correspond à 2/3 de page à peu près. Ouais, c'est ça, 2/3 de page. 2/3 de A4. Ouais, exactement. À l'ordinateur. Je m'étais juste dit, je vais en fait voir ce qui me traverse. Il y a des gens qui méditent, moi, je vais me connecter à ma pensée et je vais voir à quoi je pense. C'est ça. Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui te parle? Et c'est sa façon de dire, voilà, on fait de la philosophie un peu tous les jours. Donc elle l'écrit. Elle écrit ses pensées tous les matins. Un petit check, 2000 signes. Bon, c'est pas rien quand même, hein, mais pourquoi pas? Et du coup, d'aller voir dans son quotidien, est-ce que ça va dans la bonne direction? Alors moi, j'ai eu un tips personnel au quotidien que j'ai pu observer et qu'on peut filer aux gens, c'est qu'il y a un temps qui est parfait pour ça, c'est la douche. Il y a des gens qui utilisent le temps de la douche pour se dire en quelques minutes quels sont mes objectifs de la journée. Pour ceux qui prennent 2 douches, il y a une douche le matin, une douche le soir. Il y a le truc de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et le soir de ok, qu'est-ce que j'ai vécu, où est-ce que je pourrais être meilleur, qu'est-ce que j'ai loupé ou quels étaient les points positifs. Mais les douches, comme c'est quand même une activité quotidienne, voire pluri-quotidienne, c'est des bons moments justement pour faire des petits checks de ce qu'on attend de sa journée ou de ce qu'on a vécu de sa journée. Ok, c'est un bon tips. Ouais, je le fais pas moi ça pendant la douche, je pense à autre chose. Mais ouais. Je pense à mes cheveux, à mes poils. Tu peux aussi faire un petit bilan. Tu vois, prends 2 minutes de plus, tu vois. Après, il y a un autre sujet qui est intéressant et qui en découle, et tu poses cette question... Justement, tu lui dis à un moment, il y a quand même plein d'injonctions. Enfin, il faut méditer, il faut philosopher. Elle te dit qu'en fait, la philosophie, c'est au quotidien, c'est quelque chose, voilà, qui quelque part qui ruisselle partout. En fait, c'est pas une activité en tant que telle. Oui. Mais elle va te dire. Faut quand même y penser. Ouais, bien. Je suis assez d'accord avec elle là-dessus parce que finalement, ça devient un réflexe, ça devient une petite grammaire. Mais elle te met face à des choses un peu vertigineuses. Par exemple, elle a cette phrase. À un moment, elle dit. On est les créateurs de notre propre vie. Ouais, déjà, merci, on est au courant. Mais alors, putain, la pression. Oui, mais en même temps, c'est bien de se le rappeler. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de t'es comme ci, t'es comme ça. C'est profondément moderne aujourd'hui. Tout est ouvert, le monde est tellement vaste. C'est-à-dire que, là, t'es peut-être dans ta ville, machin, bien sûr, mais tu peux aussi vivre une toute autre vie. Tu peux être en couple avec quelqu'un de totalement autre. Le monde est vaste, le temps est long et on peut vraiment créer la vie qu'on veut. C'est pas facile, oui, il faut prendre des décisions. Parfois, il faut reculer dans les brancards, terminer certaines choses. Mais voilà, j'aime bien, moi, se dire ça. Ouais, mais moi aussi. Si ça va pas, tu peux changer. Et d'autant plus en France, il faut aussi quand même le dire, on a beaucoup de chance. On peut
tout le temps se réinventer, on a tout le temps les moyens financiers de se réinventer. Là, j'en discutais avec une amie qui a envie de changer de job, voilà. Et donc, elle est allée voir l'APEC. Elle peut, par exemple, monter sa boîte, avoir un fonds de l'APEC pendant 18 mois. Tu touches le chômage. Donc, tu as le droit de démissionner. Ouais. Et, comme ça, l'entreprise paye rien. D'avoir 18 mois de soutien de ton ancien salaire par l'APEC pour pouvoir monter ton entreprise. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même, on a la chance en France. On peut vraiment en France être le créateur de sa vie. On n'est pas obligé d'avoir des parents fortunés et tout, comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué. On peut vraiment créer sa vie en France. Je suis d'accord. Alors, je voulais juste dire que ça fout une petite pression, mais en tout cas, quand on te dit ça, selon où t'es dans ta vie, parfois tu dis « Oh putain, mais ouais, d'accord, mais bon, en ce moment, j'y arrive pas, donc c'est pas la phrase que j'ai envie d'entendre. » Néanmoins, ce qu'elle dit après, là, je trouve, est hyper intéressant. On pense souvent à l'audace, ça me fait peur, j'ai pas envie d'y aller, etc. Mais on pense pas à l'inverse. C'est-à-dire, dans quel état d'esprit on est quand on n'a pas osé. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus violent que d'avoir osé et en fait d'avoir eu froid ou d'avoir eu d'avoir été un peu inconfortable. Oui, mais on est fier. Alors que quand on n'a pas osé, c'est 1000 fois plus violent et sur le long terme 1000 fois plus dommageable que d'oser. Et il y a vraiment cette idée que face à deux chemins, un peu audacieux et un très 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 confortable, en fait, on sera toujours plus fier de l'audacieux que du confortable où en fait, on se sentira un peu naze. Donc, si la perspective c'est de se préserver l'estime de soi, puisque c'est ça, allons vers l'audace parce que au moins on aura avancé. Et voilà, et donc c'est ça la petite voix qui te parle, et donc tu nous parles toi aussi, tu n'oses pas trop la suivre, elle te dit quelque chose, mais tu vois, c'est beaucoup plus fort d'aller la suivre, de faire ce petit saut dans l'inconnu que de vivre de regrets en se disant, tu vois, j'aurais vraiment trop dû. Moi, vraiment, par exemple, je l'ai fait, et vraiment, mais jamais de ma vie, je regretterais d'être passé coach sportif, alors que j'avais un boulot de journaliste médical, ça se passait très bien, j'aimais bien, en plus, tu vois, ça roulait. C'était début de carrière, mais malgré tout, ça roulait. Et d'avoir tout arrêté, d'être devenu coach sportif, de m'être confrontée comme ça, mais jamais de ma vie, je regretterais. Enfin, mais c'est incroyable. C'était vraiment ce saut dans l'inconnu. Ouais, alors c'est très subjectif, parce que je pense que les gens qui écoutent ton podcast ont des réactions et des choses en mémoire différentes. Mais ça, c'est le truc le plus, comment on dit, la mind-blowing que j'ai entendu. En fait, parce que je me dis que c'est un tips de vie, que si les gens ont entendu ça et qu'ils n'y avaient jamais pensé, qu'ils se sont dit « Ah ouais », c'est un truc qui peut leur servir à vie. T'as un choix, il y a un truc qui te fait peur et on te dit toujours ça c'est le choix de la prise de risque et ça c'est le confort. Et en fait la prise de risque sera toujours meilleure parce que au moins tu n'auras pas le regret de ne pas l'avoir fait. Mais complètement. Et en fait, on peut même pas imaginer tout ce qu'il y a derrière en fait. Il y a plein de choses. Coach sportif par exemple, voilà, c'était un peu le job nul dans les années 90-2000. Enfin. Tu vois. Oui, parce que c'était pas habité, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de propos derrière. Non, mais en fait, on peut, encore une fois, créer plein de choses autour de ce job, mais n'importe quel job. Donc, on peut jamais imaginer ce qu'il y a derrière. Il faut y aller, il faut tenter. Et oui, bien sûr, il y a l'argent, je suis d'accord, mais une fois qu'on a ce confort financier ou voilà, qu'on a assez pour vivre, pour manger. Si tu veux faire le saut, tu trouves toujours. Moi, je pense que tu les trouves, les conditions pour accomplir les choses. Et il faut juste dire, voilà, il faut avoir assez pour vivre, manger. Je suis d'accord, clairement. Mais le danger, il n'est pas réel. Financièrement, il n'y a pas de réel danger. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est cette idée de t'es en haut du rocher, mais en fait, tu vas beaucoup plus perdre à rester en haut et tu vas beaucoup plus mal le vivre que de sauter. Parce que même si c'est pas ce que t'espérais, mais tu seras content d'avoir sauté. Et tu le seras jamais si tu restes en haut de ton rocher. Et tu vas passer ta vie à regretter de ne pas avoir fait ce saut. Je trouve ça dingue. Ça peut aider plein de gens qui hésitent dans plein de situations en fait. Ouais. Faut y aller quoi. Il faut y aller et même si on a 40 ans et même si on a plus et même si on a des enfants. Si on a 40 ans. Mais non mais parce que parfois quand c'est plus facile de changer complètement de vie quand t'as 24 ans, pas d'enfants. Oui mais tu changes pas grand chose parce que là t'as pas construit grand chose quand t'as 24 ans. Non mais tu t'orientes. Tu vois, quand t'en as 40 c'est plus difficile de faire des gros changements comme ça. Ça paraît ouais. Ça paraît et finalement il faut rentrer dans la première action et ensuite ça déroule. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça dingue d'avoir dit ça. Et rien que pour ça, je suis content que ton podcast existe. C'est le nôtre. Et l'amour.
Avec un grand A. Ah ouais, avec un grand A, avec plusieurs A même, puisqu'apparemment, selon elle, il peut revêtir plusieurs aspects. Et en fait, j'invite souvent à penser l'amour au sens très large. Il y a des périodes de sa vie où on va être plus dans le désir. Il y a des périodes de sa vie où on va plus rechercher cet agapé ou cet amour familial. Et en fait, on fluctue à travers ces différents... En fait, c'est ce même sentiment, mais qui prend plein de couleurs différentes selon notre existence. Donc, parfois, ça fait du bien de se dire... j'ai toujours une réserve d'amour, même si je suis pas en couple en ce moment, ou même si j'ai l'impression d'être que mes amis, on se déconnecte un petit peu. Ouais, mais allons explorer en fait une autre variation de l'amour. Alors, moi là, t'as pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je trouve hyper intéressant. Philia, storge, agapé, j'adore. C'est ok, l'amour peut prendre plein de visages, super. Si on le circonscrit à l'idée du couple, par exemple, ou à l'échelle d'une relation entre deux personnes, il va prendre nécessairement plusieurs visages. L'amour qu'on découvre, le fait de tomber amoureux, la passion, la construction, la tendresse, et puis après, on a déjà du mal à... Bien sûr. Ça fait déjà chier de le dire. Mais peu importe. Elle dit, quand on n'est pas satisfait sur un terrain de l'amour, il faut aller en chercher un autre visage. Très bien, comment on fait dans le couple ? Comment on fait dans le couple que quand toi... t'es pas forcément sur la même fréquence que l'autre, quand toi t'es encore dans l'amour-passion et que l'autre n'y est plus, et c'est pas grave, mais comment tu gères ça en fait ? Ça veut dire quoi ? Alors on n'a pas eu réponse, je n'ai pas de réponse. Voilà. Super, mais c'est ça mais que moi, j'attendais. J'ai 15 ans de mariage, on va fêter nos 15 ans de mariage. Alors, mais donc t'as forcément des éléments de réponse. Je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas, je pense que vraiment il faut se parler énormément, dire quand ça ne va pas, tout de suite, dire que ça ne nous correspond pas, que c'est pas ça qu'on veut quand ça ne nous va pas. Mais oui, mais s'il y a proposer plein de choses, tiens, on pourrait essayer de ça, si, ça. Oui, mais quand ça va pas et que t'as rien à proposer, par exemple, tu fais quoi ? Enfin, tu vois, quand tu fais un... Ça n'arrive jamais, ça ? Rien à proposer. Je sais pas, la situation ne te convient pas et tu parles. Ok, il faut se parler, on se parle. Et donc t'as un mur en face. Je te dis que ça va pas. Non, moi je te dis que ça va pas, que j'ai ce problème-là, machin truc, et on n'a pas de solution. Tu fais quoi là ? La solution qui est tout le temps proposée, c'est faut attendre, ça va passer, nani nana. Non, faut jamais attendre. Hein. Moi je suis pas d'accord, en tout cas dans les couples qui fonctionnent, que je vois autour de moi, il faut pas attendre, il faut proposer, changer, essayer, de se planter, accepter de se planter, essayer d'un projet ensemble. Finalement ça ne marche pas, mais c'est pas grave, au moins on aura essayé, on aura fait des choses ensemble. Vraiment aller dans la thérapie de couple, si à un moment donné on a envie que ça marche mais que ça ne marche pas, ça fonctionne très bien les thérapies de couple, si on a envie de rester ensemble, encore une fois. Mais je pense que vraiment la clé du couple, c'est de ne pas laisser trop que ça devienne une amitié, une coparentalité. Après, on est obligé de le devenir, mais dans ce cas-là, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, là, on est coparents. T'es d'accord ? Ouais, bon. Faut en rire. Enfin, tu vois, il faut en parler. Il faut le dire. Voilà. En ce moment, on est coparents parce que c'est comme ça. On bosse, on est parents et puis on n'a pas beaucoup le temps d'autre chose. Mais on le sait que tous les deux, ça nous convient pas forcément. Il faut chercher des petits trucs, des petites pointes. Mais j'ai pas forcément la solution. Non, mais ça se tient. En tout cas, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il y a une forme de vigilance à avoir. Oui, de vigilance et de thermomètre permanent en fait, et vraiment d'en parler, de se retrouver beaucoup de fois que seul, que en couple. Nous, par exemple, après je sais c'est un peu un luxe, parce que nous on n'a aucune famille qui nous aide au quotidien. De temps en temps ma mère, mais voilà, c'est seulement pendant les vacances. Et donc nous on a ce entre guillemets luxe, on s'oblige à prendre une babysitter tous les jeudis depuis des années. Et en fait, c'est comme ça. C'est une obligation. Être tous les deux un soir. Ouais, exactement. Alors parfois, on en profite pour chacun bosser, mais on essaie quand même de se retrouver à un moment donné dans la soirée où on a bossé. Ou parfois on va juste dîner, juste boire un verre, on rentre pas tard. Mais on s'oblige en fait à avoir ce moment. Et vous le regrettez jamais ? Non, tu regrettes jamais une soirée avec ton mari. Comme tu regrettes jamais un entraînement de sport, mais tu regrettes jamais une soirée avec ton conjoint. Non. Donc ça non. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je pensais à un autre truc. C'est un bon tips, ça ceci dit. Ouais, se forcer en fait à sortir, même si c'est juste à la pizzeria du coin.
Moi, ce qui m'a plus gênée, en fait, finalement, c'est un peu qu'elle soit un peu OK sur le fait que les amitiés, les amours se lissent. Ah oui, c'est très juste ce que tu as dit. Tu vois. Attends, on peut le réécouter peut-être. J'ai l'impression que finalement, le sentiment se lisse. Et ça me plaît pas forcément. Enfin, et tu vois, il me manque un peu ces espèces de pics. Où parfois t'as une super copine, après t'es plus copine. Tu vois, cette amplitude. Non, mais cette amplitude que tu vis parfois et qui, tu vois, te fait vivre des choses. J'ai l'impression que c'est ce sentiment comme ça d'amitié, d'amour est un peu lissé à la prise d'âge. Oui, mais parce qu'en fait, on ose beaucoup moins aller vers des nouvelles personnes. Moi, cette partie-là, m'a moins plu. Enfin, c'est pas que ça m'a moins plu, mais ce recul sur la vie me plaît pas parce que ça me saoule en fait, parce que je le ressens, que nos amitiés se lissent. Par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai fait un dîner avec des potes que j'adore, que j'ai pas vu depuis très longtemps. On était vraiment les compères, super fêtards, funky, drôles. Je m'attendais vraiment à une soirée drôle, funky. Bon, bah la soirée était un peu lissée. Moi, la première, on était tous claqués. C'était un jeudi soir. Enfin, tu vois, on n'a pas forcément, l'énergie pour faire une folle soirée délurée. Et puis, comme on s'est pas vu depuis longtemps, bah forcément, on est moins chacun dans se met à jour. Ouais, et voilà. Pas de... Mais moi, ça me gêne. Donc, il y a moins toi qui as l'air d'être d'intensité. un peu plus fêtard, peut-être non, mais que c'est t'as un mythe, plus ça. de Moi, je suis pas tips. du tout fêtard. non, c'est en plus, je suis pas du tout fêtard. Je suis hyper isolé. Moi, je bois des coups le soir parfois parce que je suis crevé et en fait, je n'ai pas envie d'avoir subi ma journée sans avoir un petit moment un petit sas de décompression. Mais moi, je fais très rarement la fête. Parce Mais que moi, par exemple, ces grains de folie d'amitié me manquent. toi, c'est le manque d'intensité. Tu parles d'un manque d'intensité quelque part. Oui, voilà, ces grains de folie, ces moments un peu dingos où finalement tu fais une soirée un peu folle et finalement c'est la soirée folle que tu regrettes jamais. Ouais. Où finalement avec des copines tu décides de te faire un week-end à Madrid. Et puis Alors la tu vis question, des non mais trucs hyper drôles. elle y a un petit peu répondu. La question aussi, c'est qu'on rencontre moins de gens. Cette intensité-là, elle vaut aussi dans le début des relations, quand t'es un peu en mode oh mais j'adore ce que j'adore. Quand tu parles en plus de la meilleure copine et tout ça machin truc, c'est ça aussi cet enthousiasme du début. Oui, mais parce que nous on a rencontré par exemple des nouveaux amis. Que tu déménages, tes enfants ont des nouveaux copains, donc tu rencontres des nouveaux amis. Ouais, tu veux dire que quand on les rencontre à 40 ans, on est... Il y a peut-être moins cette intensité, ou en tout cas, c'est plus difficile de la trouver, quoi, parce que tu te connais pas vraiment, tu te vois, mais tu vois, enfin... Puis tu fais un peu gaffe aussi, je pense. Voilà, tout le monde fait un peu gaffe, fume moins, boit moins, c'est normal. Même en termes d'image, je pense que tu fais gaffe à la façon dont tu te comportes quand tu... Non, mais de manière générale, quand t'as 40 ans, oui. je pense que tu fais un peu plus attention à l'image que tu renvoies que quand t'en as 20 et que tu rencontres quelqu'un. Oui, tout à fait. En tout cas, si les gens rencontrent Lucille Woodward en soirée, ils sauront qu'elle n'attend qu'un comportement telluré. Ouais, moi j'aime bien, je suis une bonne fêtarde, j'aime bien faire la fête, et voilà, je trouve que ça manque un peu, ou c'est plus rare. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, voilà, elle n'a pas trop donné d'exemples. Moi, ce que j'ai ressenti aussi dans ta manière là où moi je l'ai interprété comme ça, le fait de dire que ça se lisse, c'est que je trouve que les sentiments sont effectivement moins intenses et que finalement, tout est un peu circonscrit autour d'un noyau très proche et que finalement on a son mari ou sa femme, son compagnon, sa compagne, les amis proches, la famille, et au final il y a un petit nœud comme ça, sentimental, affectif, commun. Voilà, c'est un petit truc un peu moyen et au final il n'y a plus rien autour surtout. Moi j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'échelle en fait affective avec des gens qui viendraient de temps à autre ou des copains comme si, des gens enfin voilà, il y a plus que tu te replies, il y a une forme de repli en fait. Ouais, et parce finalement qu'encore tout une est fois, un peu on n'a pas beaucoup de temps et il y a cette vraiment notion du temps passé pour les amis. Et c'est Elle vrai. en parle, ça, vous en avez parlé aussi. C'est vrai Oui. que le fait de faire un choix et de se dire ok, il faut que j'accorde du temps à ça. Mais déjà regarde, on a tellement peu de vacances. Enfin, tu vois, quand t'as que 5 ou 6 semaines de vacances par an, bah, si tu dois passer une semaine avec ta sœur, une semaine avec des potes, une semaine avec tes parents, enfin voilà, après le reste, y a pas beaucoup de temps, quoi. Donc on est un peu en manque de temps et de manque de temps de vivre. J'ai pas de solution, hein, parce que tous les deux nous sommes des bourreaux de travail. Donc alors peut-être pour profiter du temps qu'on a, ou en tout cas le mobiliser, elle a une phrase. J'ai adoré cette phrase et j'adore l'idée de la sortir de son contexte. On va la réécouter juste comme ça. Et c'est la dernière note que j'ai prise. Ouais, c'est la dernière note. On l'écoute et puis c'est drôle, on va réagir dessus.
En fait, j'ai passé toute une partie de mes études à un peu oublier mon corps. Mais parce que quand t'es dans des sphères méga intello, quand même, personne, tu vois, t'en parle. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que quand je vais courir, je me sens plus intelligente après. Tu vois, je me sens beaucoup plus créative. Quand je vais courir, je me sens plus intelligente. Mais bien sûr. J'adore ce truc de quand je vais courir, je me sens plus intelligente. Mais en réalité, c'est vrai. Mais bien sûr. C'est-à-dire que le cerveau est plus irrigué après avoir fait une activité physique, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément courir, parce qu'elle aime courir, mais ça peut être nager ou faire du vélo ou quoi. Mais oui, bien sûr. Et ça, c'est aussi très vu chez les enfants. Quand ils ont fait du sport juste une demi-heure, 1 heure de sport, après, ils sont plus concentrés en classe. La réflexion se fait mieux. J'adore cette phrase parce que elle en dit long en fait. Ce qui en dit long, c'est ma réaction. C'est que quand j'entends cette phrase, j'entends un truc quasiment antinomique. Je me dis putain, mais pourquoi on serait plus intelligent en courant? Et ça en dit long sur notre culture en France où le sport est absolument déconsidéré, où on n'est pas élevé du tout là-dedans avec ces valeurs-là, alors que le sport, au fond, est constitutif d'un bien-être qui dépasse la stricte notion de la mécanique du corps. Mais c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout et malheureusement, c'est complètement déconnecté de notre réalité. Et tu vois, j'en parlais encore à une responsable d'une très grande salle de sport dans Paris qui a des difficultés de loyer, difficultés de staff. Et en fait, le sport n'est pas du tout aidé en France. C'est-à-dire que les salles de sport, elles ont des loyers démentiels, des charges démentielles pour payer des professionnels de la forme. Les associations n'ont jamais assez d'entraîneurs. Mais parce que les gens n'y vont pas. Pas de moyens. Les gens n'y vont pas. Le principe de la France, c'est de prendre un abonnement à la salle de sport et de pas y aller au bout de 2 fois, non? Moi, en fait, quand j'entends cette phrase, j'ai honte et j'y pense tous les jours. Je me dis, putain, mais David, fais du sport. Je ne fais pas de sport, c'est hallucinant. J'ai eu une petite résolution la semaine dernière quand je suis rentré, là, il y a 10 jours, je suis allé à la natation. J'étais trop content. Mais j'y suis pas retourné. Je devrais y aller 1 à 2 fois par semaine, comme Sophie d'avant. Mais parce qu'aussi les infrastructures sont difficiles, notamment pas pour courir, mais pour nager. Enfin, tu vois, les horaires d'ouverture des piscines sont vraiment nuls. Et les salles de sport... Moi, je sais que c'est pas ça le frein. Elle est ouverte et j'y vais pas. C'est juste un manque de volonté. Moi, je pense que les salles de sport, par exemple, elles ont pas assez d'aide de l'État. Il faudrait qu'il y ait des soutiens pour avoir des loyers moins chers, comme des espèces de loi Pinel, mais pour les salles de sport. Il faudrait qu'il y ait beaucoup moins de charges, moins de TVA pour le sport. Il faut qu'il y ait moins de charges pour les employés dans le sport. Par exemple, il faut que ce soit vraiment un secteur aidé, comme on peut aider le pétrole ou les restaurateurs, par exemple, avec des TVA et tout ça différentes. Il faut aider le secteur du sport. C'est vrai qu'aider le secteur du sport, ça favoriserait un bien-être de la population à tous les niveaux. Donc ça devrait être un enjeu. Ça, c'est un autre débat. Les gens le voient pas, mais lui, s'il lève les bras au ciel, on sent que c'est une grande cause. Ouais, mais mettez-moi ministre des Sports, vous allez voir. Moi, je vote pour toi. Allez, on vous laisse là-dessus. Merci infiniment, David, pour ce débrief de qualité. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Racontez-nous ce que vous en avez pensé, vous aussi. La scolarité, l'amour, l'amitié. Il y avait énormément de sujets dans ce débrief et dans cet épisode avec Marie-Robert qu'on remercie. Donnez-nous des super 5 sur 5 étoiles sur votre appli de podcast. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut!